Chers amis, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur ABC Talk, la chaîne du bien-être et du développement personnel. Quel bonheur de vous retrouver avec une nouvelle invitée et un magnifique rayon de soleil. C'est joliment dit pour vous C'est accueillir. très joliment dit. Aurore Larcher, mon invité. Bonjour Aurore. Bonjour. Rayon de soleil parce que vous venez de relativement loin. Ouais, de très loin. De la Martinique. De la Martinique. Eh oui. Et alors, on va expliquer votre parcours de vie. On va expliquer évidemment et revenir sur ce très bel ouvrage qui s'appelle Écoute ton âme, elle te parle. Et je pense que c'est sans doute le titre qui est la raison d'être de cette chaîne. D'accord. Eh ben, c'est très bien. Parce que je crois que s'il y a bien quelque chose qui est sans doute une des choses les plus difficiles à appréhender, c'est ça. Écouter son âme qui nous parle, être centré et faire ce travail permanent. On va voir tout ça avec vous. Et puis, vous savez que dans cette émission, les rencontres, moi j'aime bien parler des parcours de vie. Oui. Parce que ce qui détermine aujourd'hui vos choix, aussi bien ce choix d'aller vous installer en Martinique, car vous êtes une Parisienne à l'origine, eh bien, c'est pas anodin. Donc on va revenir évidemment sur tout ce parcours de vie et sur ce livre qui est sorti chez Guy Trédaniel, Devenir soi grâce au pouvoir transformateur des mythes et des symboles. On va revenir sur le mythe d'Héraclès, évidemment, les 12 travaux, etc., etc. Alors bienvenue en tout cas. Merci. Et je suis content de savoir qu'en Martinique, on regarde aussi l'émission. Ah oui, on regarde. Moi, je regarde souvent, je clique. Des petits likes. Je fais des petits likes. J'adore. Merci beaucoup. On va parler donc de votre parcours, Aurore, parce que vous avez un parcours assez atypique. Vous avez écouté votre âme? J'ai écouté mon âme, ouais. Et je l'écoute encore. Et je ne l'ai pas écouté pendant très longtemps. Pendant combien de temps? Eh bien, jusqu'à mes 38-40 ans. Je ne l'ai pas écouté. Je travaillais, j'ai fait tout un cursus que les parents veulent absolument que l'on fasse. Travailler à l'école, rentrer dans une grande société, évoluer. Donc j'ai évolué. J'ai été responsable de la communication sur la sûreté nucléaire. J'ai été responsable de la performance des installations dans le démantèlement nucléaire. J'étais membre du CODIR élargi. Et donc, j'avais une vie trépidante. Une vie où je gagnais très bien ma vie. Oui. Une vie difficile aussi, parce que 4 enfants à la maison, donc c'était pas forcément évident. Et puis, la vie m'avait donné des petits signes. Un petit burn-out, un petit malaise, des moments un petit peu de tristesse. Où le corps vous dit stop, l'esprit vous dit stop. Voilà, où même le mental dit mais je me sens pas bien. Et puis un jour, alors après un burn-out assez long, j'ai repris le travail. J'ai pas entendu. J'ai dit non, là j'écoute pas. Je me suis même pas posé la question. J'ai avancé. Et un jour, j'ai commencé à avoir mal à la hanche. Et ça a duré quelques mois. Et puis j'avais de plus en plus mal jusqu'au moment de prendre des béquilles. Donc là, de fil en aiguille, j'ai fini par me faire opérer. Et après l'opération, qui s'est pas très bien passée, j'ai très mal passé, j'ai pas pu marcher pendant 1 an et demi, en gros. Je marchais avec des béquilles. Et c'est très difficile parce que il faut se remettre en cause, c'est-à-dire je ne serai plus jamais la femme que j'ai été, je ne peux plus voyager, je ne peux plus rien faire. J'ai des enfants, comment je fais pour faire des machines en portant des paniers de linge avec mes béquilles? Donc heureusement que j'avais un mari extraordinaire qui m'a énormément aidée pour ça. Et donc on se retrouve là à se dire mais qui je suis, qu'est-ce que je fais? Je fais de la guitare. Voilà. Il y en a une là dans le studio si vous voulez. J'ai fait de la guitare, j'ai appris un petit peu à faire autre chose. Et du coup, j'ai été obligée de rentrer à l'intérieur de moi, en fait. Et je ne le savais pas à ce moment-là. Mais vous aviez déjà une vraie prise de conscience ou de connaissance avec justement une dimension spirituelle ou un regard au travers d'une dimension spirituelle? Non, rien. Mais alors, rien. Ah oui. Pas du tout. Mais rien du tout. Je veux dire, pourtant j'ai fait ma communion, etc. Mais bon, je n'allais jamais à l'église. On n'était pas du tout dans ce truc-là. Oui. Donc, spiritualité, zéro. Rien. Et puis, on a décidé avec mon mari de partir, parce que moi, je ne savais plus quoi faire, je ne peux plus marcher, qu'est-ce que je fais? Mon mari a eu l'opportunité d'être muté, on est parti en Martinique. Et puis là, là on s'est installé, et puis là, je me suis dit, je vais recommencer une nouvelle vie. Mais ça veut dire que déjà, vous quittez ce cursus universitaire, professionnel que vous avez pu avoir à haut niveau, donc il faut tout plaquer, il faut se remettre en question complètement, la souffrance physique aussi est là, très difficile. Le handicap est là aussi, mais vous prenez quand même cette décision de partir parce que c'est une question de survie presque?
moi, je ne pouvais plus rester là. Parce que je me sentais plus à ma place, en fait. Je souffrais déjà, beaucoup physiquement, et puis je ne pouvais plus rien faire hein, dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on avait des béquilles? Et puis tout le monde me connaissait en tant que femme dynamique, entrepreneuse, enfin voilà. Et j'étais plus ça, donc je me dis, mais non, je ne veux plus rester là. À quel moment la spiritualité entre en compte? Alors, elle est rentrée en compte, même pas tout à fait à ce moment-là, mais j'ai eu un éveil de conscience fulgurant. J'étais dans mon jacuzzi, et puis d'un seul coup, je me suis retrouvée à plusieurs mètres au-dessus. Et là, mais je suis encore dedans, quoi. J'ai ressenti l'intérieur des arbres. Vous savez, les petites choses qui vibrent à l'intérieur des arbres, les odeurs décuplées. Je ressentais tout ce qui se passait autour de moi. Et puis, dans l'espace d'un instant, j'avais l'impression que toute la connaissance de l'univers était en un point, en même moment, au même instant, que ce soit le passé, le futur, le présent, tout là. On a beaucoup de témoignages. Incroyable. Qui vivent cet éveil spirituel. Alors, je suis toujours très étonné. D'ailleurs, je trouve que vous prenez ça comme une chance? Oui, maintenant, oui, bien sûr. Je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé que c'était une chance dès le départ, parce que c'est effrayant quand même. C'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Il y a eu une peur? Alors, sur le coup, j'ai pas eu peur. Sur le coup, je me suis même pas rendu compte que c'était un éveil spirituel. Je savais pas ce que c'était. Mais sur le coup, mon mari rentre le soir et je lui dis, écoute, je vais écrire un livre. La matrice originelle. J'ai écrit un livre parce que bon, je connaissais un petit peu la physique quantique, hein, parce que bon, j'ai un passé scientifique. Alors, je vais écrire un livre sur la physique quantique, la conscience de l'eau, la fleur de vie, parce que tout ça c'est mathématique, tout est mathématique et il faut que ça se sache. J'ai écrit en 2 mois mon livre. Mes parents me disaient, enfin, Aurore, tu n'as jamais trouvé d'éditeur, mais qu'est-ce que tu fais à écrire un livre? Qui es-tu pour écrire ça? Déjà, sans doute dû vous dire. Et puis qu'est-ce que tu fais? C'est pas un métier, écrivain. Ça rapporte pas, écrivain. Alors je dis, mais je sais pas, on s'en fiche. Je l'ai écrit. Et je dis, si, je vais trouver un éditeur. Mais est-ce que ça veut dire que pendant votre réveil, pendant cet instant dans votre jacuzzi, là, vous ressentez, on vous dicte ça? Alors, je me suis pas aperçue tout de suite. Le soir, quand mon mari est rentré, mon mari me dit, mais d'où tu sors toutes ces informations? Mais où c'est que tu as eu ça? Je lui dis, je sais pas, on s'en fiche. Il faut que j'écrive. Donc là, j'étais pas encore dans la conscience de la spiritualité. C'est après, au fur et à mesure, il y a eu des synchronicités incroyables pendant l'écriture de ce livre, où j'ai rencontré des scientifiques qui étaient là, un croisement en Martinique, que j'ai rencontré comme ça dans une rue, enfin, des choses incroyables qui se sont passées, comme si tout m'était donné pour que je puisse écrire ce livre sans aucun problème. Et donc, j'ai écrit, je savais qu'il serait édité. Je ne peux pas vous le dire, c'était ancré en moi, j'en étais persuadée, je le savais, il n'y avait pas à remettre en question ça. Quand les gens vivent ce que vous avez vécu et qu'ils ressentent le besoin de l'écrire, de le coucher sur le papier, ils disent souvent que c'est un livre qui leur a été dicté. Alors, aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui, il y a quand même une part d'analyse. Hein, parce que, vous savez, moi, j'écrivais au kilomètre. Mais après, je disais, oh là là, je ne vais pas écrire des bêtises, il faut quand même que j'aille vérifier. Ouais. Donc, je vérifiais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous écrivez quelque chose qui peut être vérifiable après, mais sans connaître l'existence de ce contenu. Ah non, il y avait des choses que je ne connaissais pas, mais qui me paraissaient tellement logiques, tellement... c'était tellement... C'est comme si je les connaissais, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, je me suis dit au début, bon, j'ai dû lire des livres, type Science et Vie ou des choses comme ça, et puis, du coup, ça me revient. Et mon mari me disait, mais ça te revient d'où? Je ne sais pas... ça revient, quoi. C'est le passé. Mon cerveau, c'est revenu à mon cerveau. Et c'est après, au fur et à mesure de ma vie, de mes expériences, etc., que j'ai vu que non, il s'était vraiment passé quelque chose. Pendant ma formation d'hypnose, où là, ça a été incroyable. J'ai vécu des choses en hypnose qui étaient exceptionnelles, hein, et tellement pointues que je me suis dit, c'est pas possible. Alors, c'est vraiment intéressant votre parcours. Et effectivement, on a déjà eu l'occasion de recevoir sur cette chaîne et sur ces canapés des gens qui avaient comme ça des éveils incroyables, une fulgurance qui était une évidence. Et ils devaient, 1, changer de vie, 2, écrire, 3, transmettre. C'était évidemment très important. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est l'influence de l'entourage. Parce que je pense que c'est extrêmement déstabilisant d'avoir une maman très cartésienne qui travaille dans un univers très scientifique, très rationnel, très matérialiste, et qui d'un seul coup va commencer à parler de l'écorce des arbres. Alors, moi, vis-à-vis de mes enfants, j'ai toujours fait très attention à ne pas
leur a inculqué ça comme ça. Parce que je voulais pas qu'ils soient marqués par quelque chose de... Donc j'ai rien dit. Mon mari était complètement au courant de tout ce qui se passait, mais j'ai rien dit à mes enfants. Je suis restée, puis j'ai l'habitude, je suis quelqu'un d'assez discrète, donc voilà, j'en ai pas parlé. Et puis au fur et à mesure, c'est ma fille qui a 13 ans maintenant, qui me dit, elle me parle de certaines choses, et en fait j'ai compris qu'elle avait regardé une émission. Et donc elle avait... et puis mon autre fille, elle me dit, oui, mais toi, tes hypnoses, c'est des choses, c'est des trucs de sorcière. Ah, je lui dis, ah non, pas du tout, je fais de l'hypnose ericksonienne, maintenant un petit peu plus spirituelle aussi, parce que je l'ai appris, mais avec mon regard. Mais je lui dis, pas du tout, c'est très rationnel. Alors j'essaye de les protéger, parce que je veux pas... J'ai tellement conscience que le mental peut nous amener dans des illusions de la vie, que je veux les protéger de ça. Je veux pas qu'elles partent dans des trucs complètement irrationnels. Et en même temps, les ouvrir à ça. Et en même temps, les ouvrir. Mais elles ont déjà quand même... il y en a une là, enfin les deux ont quelque chose. Vous savez, Aurore Larcher, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, je ne sais absolument pas comment vous présenter. Je ne sais absolument pas quel titre vous donner. Ouais. Écoutez, je suis écrivain. Oui, ça oui. Ça oui. Je suis hypnothérapeute, Oui. J'ai passé un bachelor de thérapie transpersonnelle. Donc voilà. Et puis je suis moi. Voilà. En tout cas, quand les gens vous posent la question de savoir qui vous êtes ça? Vous êtes thérapeute? Oui, je dis ça, ou écrivain. Mais thérapeute, souvent, ouais. Et c'est pareil, dans mes thérapies, je force pas. Hein. Je fais pas de publicité pour mes thérapies. Les gens viennent parce qu'ils ont entendu et je passe du temps, je fais payer pas cher et je prends beaucoup de temps avec eux. C'est ça qui m'anime en fait. Et cette thérapie-là, elle passe par l'hypnose? Alors elle passe par l'hypnose et l'hypnose, j'ai complètement réadapté l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire que je prends 45 minutes pour discuter avec les gens. Moi j'adore la psychologie de Jung. C'est mon maître à penser. Vous en parlez, oui. Et donc je réinclus des symboles, je réinclus plein de choses dans mes hypnoses. Et j'adore la psychologie, donc je vais vraiment chercher, tirer la ficelle, et après je fais des hypnoses. Donc je prends du temps, des fois 1h30, des fois 2 heures, ce qui n'est pas très bien, parce que en général les gens mettent un peu moins de temps. Mais... Alors d'abord, vous m'apprenez qu'il y a un bachelor en hypnose. Oui, il y a un bachelor en hypnose. Alors c'était quelle école j'ai plus le nom, mais je peux le retrouver. Oui, en hypnose transpersonnelle. Transpersonnelle. Ouais. Donc la spécificité de l'hypnose transpersonnelle? Eh bien, en fait, là, moi, ce que j'ai appris, c'était de prendre conscience de cette hypnose intégrée à l'âme. En fait, je connaissais déjà. C'est Carl Gustav Jung, quoi. C'est-à-dire vraiment prendre conscience que le rêve est symbolique et qu'il amène quelque chose, qu'il y a des archétypes collectifs, qu'on est tous quelque part avec des masques et des illusions, qu'il y a autre chose à l'intérieur de nous, une lumière intérieure, au-delà du psychisme en fait. Alors avant de parler de votre livre, Écoute ton âme, elle te parle, quel conseil vous pourriez donner? Parce que vous allez faire des envieux, en tout cas il y a des gens, je suis convaincu en regardant l'émission, ils vont se dire quelle chance elle a eu, cette maladie, enfin en tout cas ce problème, ce handicap, même si la douleur est là, même si c'est arrivé aussi brutalement et à l'issue d'une opération chirurgicale qui n'a pas très bien tourné, beaucoup vont dire c'est une chance. Est-ce que vous considérez que ça a été une chance? Alors, je peux vous dire qu'au moment où c'est arrivé, je n'ai pas du tout considéré que c'était une chance. Évidemment. En revanche, si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas moi. Et donc, je remercie la vie de m'avoir donné cette expérience, mais je remercie aussi quelque part peut-être cette forme divine de m'avoir aidé et accompagné à transcender cette blessure. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà entendu sur l'âme, comment ça s'appelle, la Mama Morta, hein, d'André Chénier. À un moment donné, il dit, il y a une personne qui a vécu des choses extrêmement douloureuses et difficiles, et il dit, mais je suis la vie. Elle entend une voix qui lui dit, je suis la vie, ne vois-tu pas que je suis là? Ne vois-tu pas que je suis le ciel dans tes yeux? Je suis la vie, ne meurs pas. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a cette impression que à l'intérieur de nous, cette petite flamme, elle est toujours là pour nous dire « Ok, on va s'en sortir. C'est dur, mais on va s'en sortir. » Et ça, c'est l'âme qui
parle. C'est la foi. C'est la foi. Et puis c'est cette... Vous savez, si on nous dit d'aller nous jeter dans le vide, il y en a quand même beaucoup d'entre nous qui ne vont pas le faire. Parce qu'on a cette petite étincelle de vie à l'intérieur de nous. Cette petite lumière qui nous dit reste là. Il y a encore des choses à faire. Et aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, toutes les difficultés, des épreuves, des expériences, parce que je fais des expériences difficiles comme tout le monde, eh ben, je me dis ça, je me dis ok, je prends l'expérience, je l'accueille. Donc vous avez accueilli cette expérience. Je l'ai accueillie. Voilà. Et aujourd'hui, vous l'avez même digérée. Je l'ai digérée, oui. Et cette nouvelle vie, cette renaissance presque, oui. que vous avez est sans doute extraordinaire. Parce que vous m'avez dit un truc avant de préparer l'émission, vous m'avez dit je gagne quand même beaucoup moins bien ma vie Oui, qu'à l'époque. Ah oui. Et pourtant, peu importe. Oui, parce que ce qui est important, c'est que je sois bien où je suis, avec les gens que j'aime, que j'ai pu... je suis avec mes enfants, je suis avec mon mari, et je me sens bien. Je me sens vraiment bien dans cette vie-là. Alors, vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour aller à la plage. Hein. Donc, et puis, les Martiniquais sont très chaleureux, accueillants, qu'on ait de l'argent ou pas, en fait. Hein, on verra, viens boire un petit punch. Avec modération. Avec modération. Avec modération, évidemment. Alors, cet ouvrage, Écoute ton âme, elle te parle. Devenir soi grâce au pouvoir transmetteur des mythes et des symboles. J'ai parlé tout à l'heure du mythe d'Héraclès avec les 12 travaux d'Héraclès. C'est vrai? Je ne connaissais pas. Les 12 travaux d'Héraclès, je ne connaissais pas. Moi, j'étais resté sur Hercule. Hein. Ben oui, alors c'est Hercule. C'est Hercule. C'est Hercule. Mais déjà, comment dirais-je, la mythologie grecque avec Héraclès, comme on dit, c'est pas nécessairement un nom que l'on retient ou qu'on nous apprend. Comme ça, naturellement, soit à l'école, soit au cinéma, soit dans la littérature, etc. Pourquoi vous êtes intéressé justement aux mythes et aux symboles? Alors, déjà, grâce à Carl Gustav Jung, qui lui c'est un féru de mythes et de symboles, hein, de rêves, etc. Donc, moi j'adore ce qu'il écrit, donc voilà, il y a déjà ça. Et puis, dans mon deuxième livre, La conscience éveillée, j'étais déjà allée en Égypte. Je suis allée dans les sciences ancestrales, observer un petit peu ce qui se passait. Et dans ces sciences ancestrales, que ce soit à travers le mythe d'Hercule, d'Héraclès, ou à travers l'Égypte, on se rend compte de quoi? On se rend compte déjà qu'il y a des dieux et des déesses. On se rend compte que la femme et l'homme sont à égalité. On se rend compte qu'il y a une sagesse incroyable et que cette sagesse, elle est autant en Grèce qu'en Égypte et que tout ça, ça se recoupe. Alors du coup, quand j'ai écrit La conscience éveillée avec le mythe d'Isis et d'Osiris, j'ai dit je vais aller chercher ailleurs. Et je suis allée chercher en Grèce. Et là, j'ai vu ce mythe d'Hercule, qui est étudié en philosophie, qui est d'ailleurs en philosophie et presque en psychologie. Parce qu'en fait, les symboles, les sages, les anciens sages, c'était quand même 800 ans avant Jésus-Christ. Et les anciens sages, en fait, à travers le symbole, nous inculquaient l'amélioration de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on raconte des contes à nos enfants. Mais alors, est-ce que ça veut dire que quand vous voyez cette égalité homme-femme dont vous parlez, justement, dans ces mythes et ces symboles, à l'époque des mythes d'Héraclès, on pourrait se dire que la situation que nous vivons aujourd'hui a considérablement régressé? Alors, je pense que... Au fur et à mesure des siècles. Oui, je pense qu'il y a des choses qui sont améliorées. Technologie, matérialisme, etc. On ne peut pas tout rejeter. Mais je pense qu'après, dans l'équilibre de vie, de la psyché des gens. Alors quand je dis équilibre homme et femme, il y a aussi cet équilibre intérieur à nous-mêmes, yin et yang. Et donc cet équilibre de la psyché, on l'a perdu. On a perdu cette sagesse, ce calme intérieur, cette envie, ce besoin de se ressourcer, d'aller chercher notre petite flamme. C'est fini. Aujourd'hui, j'arrive à Paris et je vois que les gens sont un peu tristes. Ils courent dans le métro. Moi, je suis tranquille, j'arrive et je les vois tous courir. Et je me dis, c'est dommage qu'on ne prenne pas le temps de s'arrêter un peu sur soi. C'est un peu le message, en fait. Même si cette période de pandémie qu'on a vécue tous, quel que soit l'endroit où on était installés, a quand même considérablement bouleversé les données. Il y a des vraies prises de conscience des centres d'intérêt qu'on a envie de vivre, de développer, de mettre en place. Les changements de vie, on n'est pas obligé de partir à 10 000 km. Mais ne serait-ce qu'avoir un petit bout de jardin, ne serait-ce que
quitter une grande ville pour se retrouver un petit peu plus en province, il y a une prise de conscience. Et oui, parce que les gens ont été obligés de s'arrêter. Donc, c'est cet arrêt qui a fait cette prise de conscience. Et en fait, les gens retournent à la nature. Et la nature, c'est nous, en fait. On ne vaut pas mieux qu'une fourmi ou qu'un arbre ou qu'une fleur. La nature, c'est un perpétuel recommencement, c'est l'acceptation de la vie, de la mort, c'est quelque part, en termes de physique quantique, les particules de la nature, c'est aussi nos particules. On appartient à cette nature. Alors on est dans un monde matérialiste, mais il faut prendre en compte cette vie réelle que le monde nous offre. Vous dites, le mythe d'Héraclès, donc c'est le parcours de la purification de l'âme, hein, oui, et de votre transformation intérieure. Ouais. Ça peut paraître abstrait, ça, quand on l'explique à des gens qui n'ont pas cette ouverture d'esprit-là, ou qui n'ont pas cette... Je recevais Franck Lobvet, je ne sais pas si vous connaissez Franck Lobvet, qui est aussi très clivant. Il a un discours qui est particulier, mais que j'aime beaucoup. Et quand il entend des gens dire, qui s'assoient sur les canapés, qui disent, voilà, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça, ou le monde n'est pas prêt à ça, ou il faut attendre que les esprits s'ouvrent, ou que... Voilà. Donc on peut comprendre que c'est aussi un discours un peu abstrait que de parler de la purification de l'âme et de la transformation intérieure. Ah oui, mais je comprends tout à fait que ça soit abstrait, parce qu'il faut avoir vécu quelque chose pour pouvoir sentir, toucher du doigt un petit peu ça. Pour moi, c'était très abstrait avant. D'ailleurs, j'en entendais jamais parler, c'était pas dans mon environnement. Mais quand on a dans sa vie une expérience douloureuse et difficile, et qu'on arrive à avoir cette étincelle, on ressent les choses différemment. Et là, on peut avancer sur des choses qui peuvent être très concrètes. D'ailleurs, exactement comme la psychologie de Carl Gustav Jung, hein, c'est très concret. Aller dans les profondeurs de soi, finalement, c'est très concret. C'est aller... Alors, ça ne se fait pas en 5 minutes. Clairement. C'est ce que j'explique d'ailleurs à travers la biche de Sérénie dans le livre, c'est qu'il faut le temps de l'âme. Donc, le temps de l'âme, c'est aussi prendre le temps d'entendre que la vie veut du changement et qu'elle ne va pas nous le faire comme ça. Et ça, aujourd'hui, à Paris, on veut tout de suite. Bah, je veux le dernier téléphone, je veux ci, je veux ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Eh ben non. Quelle technique, si tant est qu'il puisse y avoir une technique, vous pourriez donner, expliquer à celui qui veut cette reconnexion avec son âme? Est-ce que la méditation, est-ce que l'hypnose, est-ce que ça, ce sont des techniques oui. que vous pouvez recommander, évidemment? Alors, oui. La méditation, oui. D'ailleurs, moi, quand je médite moins, je le sens tout de suite, il faut que je remédite. Donc, méditation, oui. Et maintenant, la science l'a prouvé. Hein. La méditation, c'est très clair. Ça calme les esprits. Donc, méditation, hypnose aussi. L'hypnose permet vraiment de rentrer en soi. Et moi, je suis hypnothérapeute, mais honnêtement, alors, je l'associe quand même beaucoup à la psychologie. Hein. Je pense qu'il faut très bien connaître la psychologie pour faire une hypnose qui soit très adaptée. Mais honnêtement, moi, j'ai dans mon cabinet des gens qui sortent de là et qui me disent, après, ça m'a changé la vie, quoi. Parce qu'aller guérir des blessures d'enfance, que l'inconscient a gardé. Vous savez, c'est comme le petit garçon qui voit une araignée qui est toute petite en fait, et sa maman va crier. Son inconscient, il dit quoi? Il dit oh là, araignée, terminé. Danger. Danger, danger. Alors, quand il est plus grand, il a la phobie des araignées. Alors qu'en fait, il y a juste à dire à l'inconscient, mais tu sais, quand tu étais petit, ta maman, tu as pris les peurs de ta maman. Mais l'araignée est toute petite, et puis elle a une famille. Elle a des enfants. Elle a aussi des bouches à nourrir. Et donc aujourd'hui, maintenant que tu es grand, l'araignée est de plus en plus petite, de plus en plus petite. Et elle fait juste sa vie comme toi. Et c'est ça qu'on dit à l'inconscient. Et du coup, l'inconscient, une fois qu'on lui a parlé, il se dit, ah bah oui, je réouvre les écoutilles. D'accord, il n'y a pas de peur à avoir. On peut ouvrir. Méditation, hypnose? Hypnose, aller se balader dans la nature, retrouver le goût de la nature, retrouver cette énergie du vivant, en fait. Hein. Vous savez, je voyais un chien tout à l'heure, mais moi, mes enfants, on a 2 chiens à la maison, les enfants adorent. Quand ils sont pas bien, ils prennent le chien, ils vont dans leur chambre, et après ils ressortent, ils sont bien. Parce qu'ils ont passé ce moment de paix, de joie avec leur petit chien, qui lui, c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est vrai. Donc, ça leur a fait tellement de bien qu'ils ressortent. Vous voyez, c'est des petites choses de la vie. Reconnectons-nous à la nature.
à la vie. Regardons la petite fourmi qui va aider la fourmilière. C'est tout bête, en fait. Alors, je suis très étonné, Aurore, sur votre pratique d'hypnose, parce que vous dites, tout à l'heure, vous dites, je passe 45 minutes à discuter avec les gens, et puis ensuite un quart d'heure ou Ouais, 25 minutes, 25 une minutes demi-heure. d'hypnose, proprement dite. Ouais. Est-ce que c'est une méthode courante, ça, ou c'est la vôtre? Alors, c'est la mienne, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a toujours ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire essayer de comprendre la problématique de la personne. Moi, c'est vrai que je prends du temps, toujours. Parce que si quelqu'un vient me voir en me disant je suis trop stressée, je ne vais pas lui faire une hypnose pour faire en sorte qu'il ne soit pas stressé. Je vais d'abord lui faire une hypnose en essayant d'aller trouver tout le chaînon qui l'amène à ce stress et qui des fois est une blessure d'enfance. Et donc je vais aller traiter la blessure d'enfance. Je ne vais pas aller traiter le problème qu'il a avec son employeur. Non, ça ne m'intéresse pas ça. Je vais d'abord aller traiter la blessure profonde. Et après, je vais lui dire, si jamais ça va encore pas bien, on se reverra pour aller traiter différemment. C'est comme ça que je fais. C'est une hypnose de régression? Alors, il peut y avoir des hypnoses de régression. Je ne vais pas dans les anciennes vies. Mais je peux aller très très loin. Mais par contre, c'est de l'hypnose ericksonienne. Donc je laisse l'inconscient trouver le problème. C'est-à-dire, je le laisse, l'inconscient est très fort, hein, donc je le laisse aller chercher là où il y a le problème. Si le problème, il est dans le ventre de la maman, il va le trouver tout seul. Il le sait, lui. Alors c'est par des mots, des symboles, que je guide l'inconscient à aller chercher où est le problème et à aller déverrouiller le problème. Mais voilà. Vous dites d'ailleurs dans ce livre-là, alors pourquoi celui-là plus que les autres, mais vous dites que c'est le livre qui a changé votre vie? Lequel? Celui-là, Écoute ton âme. Celui-là qui a changé ma vie? Oui. J'ai dit ça? Oui. D'accord. Alors, je pense que ce livre-là, Écoute ton âme, elle te parle, c'est un livre qui m'a fait prendre conscience de quelque chose de fondamental, qui est qu'il faut accueillir tout, ses souffrances, ses expériences, cette divinité que l'on a, cette part terrestre que l'on a, accueillir son passé avec toutes ces expériences que l'on a faites. C'est un livre, en fait, en vivant, en fait, ce qu'a fait Hercule et la psychologie d'Hercule, je me suis vraiment rendu compte à quel point, finalement, la philosophie que j'employais, elle était juste, et que revenir à la source de soi, on a toutes les clés. Les clés, elles sont là. Il suffit juste d'aller les chercher. C'est ça qui est extraordinaire et en même temps qui est presque frustrant. Dans le sens où lorsqu'on vous entend parler, on a presque le sentiment que vous êtes un peu touché par la grâce parce que vous avez vécu cette expérience-là qui a transformé, qui a bouleversé votre vie et qui vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui vous a permis ensuite effectivement de changer d'orientation professionnelle, Oui. de mode de vie, etc., etc. Je me mets à la place, je pense notamment à mes frères, qui sont à l'opposé de ça et qui me disent souvent on va faire tes émissions en parlant de tes petits bonhommes verts voilà, et de ta planète inconnue. Voilà, bon. Oui. Comment essayer de faire comprendre votre ressenti, votre expérience et vous avez, je trouve, une façon très pédagogue d'expliquer les choses et en tout cas de vulgariser un peu le propos de ce qu'est l'éveil spirituel. Oui. Comment est-ce qu'on peut, outre le fait de lire vos livres évidemment, mais comment essayer, pas convaincre, expliquer aux gens? Alors, je crois qu'il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre. Parce que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas l'instant, et ça ne le sera peut-être jamais, ce sera peut-être dans une autre vie. Hein, donc il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre, et là j'insiste pas. Par contre, il y a vous savez, il y a plein de personnes qu'on croit qui ne sont pas touchées par tout ça. Et en fait, on se rend compte que oui, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de s'éveiller, etc. Donc, je dirais, faites confiance à la vie, quoi. Même si la vie vous donne des difficultés, même si elle vous amène à des choses extrêmement lourdes et dures pour vous, elle vous amène un message. Et le message, c'est peut-être changer. Quand on a des cycles à répétition, vous savez, des blessures à répétition, et qu'on dit « oh, c'est toujours de la faute des autres », mais non, il y a vraiment une part de nous-mêmes qui est impliquée là-dedans. C'est pas de la faute des autres, c'est
aussi quelque chose en nous qu'on doit changer. Parce que si on est dans ce cycle-là, c'est qu'on n'a pas compris. Et donc, simplement, faites confiance à la vie. Si la vie vous ramène une expérience, c'est que vous tournez en boucle et qu'il va falloir réfléchir, trouver, parler à son corps, parler à son esprit et se dire qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je n'ai pas compris. Peut-être se faire aider, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de thérapeutes maintenant qui aident. Mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? Vous savez, j'ai reçu dans mon cabinet des gens qui me disent mais j'ai lu tous les livres de développement personnel. Et rien n'y fait. Et j'ai toujours des problèmes. Mais parce que tout n'est pas totalement dans les livres. C'est bien de le comprendre intellectuellement, mais il faut vivre l'expérience. Il faut la vivre. Et ce qui est intéressant dans le fait de la vivre, c'est pas de la vivre négativement quand on a une lourdeur difficile. C'est de la vivre en disant « Ok, la vie m'envoie ça. Je dois comprendre quelque chose. Donc je vais essayer de comprendre. Oui, c'est douloureux, mais c'est mon attachement qui est douloureux. Donc qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'en sortir ?» Ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque épreuve de la vie, quand vous vous retrouvez face à une difficulté, un questionnement, une interrogation, vous vous demandez quel est le message que la vie essaie de vous envoyer? Oui, ou quel apprentissage, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai à apprendre au travers de ça? Par exemple, quand ma grand-mère est décédée, il n'y a pas très très longtemps, ça a été extrêmement douloureux, hein, c'est un décès. Et en fait, j'ai compris que cette douleur, c'était cet attachement au physique, cet attachement aux échanges que je pouvais avoir avec elle, ou à cette présence du toucher, du matériel, de la matière en fait. Et donc que ça m'appartenait. J'ai compris ça. Et en fait, c'est cet attachement-là qui était douloureux. Donc j'ai compris qu'il fallait que je puisse me détacher de ça, que je la laisse faire son chemin, et que de toute façon, elle était toujours là, dans mon cœur. Et donc je me suis rattachée à tous ses sourires, à toute la bonté qu'elle avait en elle, à tous ces moments d'échange, à tous ces moments où elle attendait, elle regardait dans mon regard pour me voir vivre. Je me suis rattachée à tout ça en me disant mais elle était ça, et j'ai dans mes cellules, dans mon corps, tout ça. C'est mon sang en fait. Et je me suis rattachée à ça. Et aujourd'hui, ça me fait vibrer positivement de me rappeler tous ces beaux souvenirs de la vie en fait. Les gens qui viennent dans votre cabinet en Martinique, d'ailleurs, on peut vous consulter à distance? Alors, je vais le mettre en place. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai des demandes, donc je vais le mettre en place. En tout cas, ceux qui viennent vous voir en cabinet, quels sont les thèmes récurrents qui viennent? Quelles sont les souffrances récurrentes Alors, il y a beaucoup de stress, de blessures profondes de la vie, de gens qui sont stressés par le travail. Parce que vous savez, des fois on peut croire qu'en Martinique c'est tranquille, mais c'est comme tout le monde, c'est partout. Donc des gens très stressés par le travail, les relations humaines difficiles, la gestion des émotions extrêmement compliquée. Faut accueillir ces émotions. Et les gens, quand je leur explique ça, ils me disent « Ah bon? Comment ça, il faut accueillir ces larmes ?» Ben oui, il faut accueillir ces larmes. Alors du coup, la deuxième fois qu'ils viennent dans mon cabinet, ils se mettent à pleurer. Je dis, mais allez-y, pleurez. Puis après, ils me disent, ah ben ça va mieux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne nous a pas autorisés? Oui. Oui, on est dans un monde de performance, où même nos parents, la société, la vie parisienne ou pas, mais la vie en général, nous demande d'être toujours au top niveau. Il faut être beau, mince, intelligent, ne pas faire d'erreurs. Et donc, comment on fait quand on retient tout ça? Comment on fait quand on n'est pas ça? Non, on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous intelligents, on fait tous des erreurs, on a tous des défauts. Et à un moment donné, il faut se dire, bah oui, mais le défaut, l'erreur, c'est moi. Et c'est pas grave. Et si les gens n'apprécient pas ça, tant pis. Mais on peut effectivement parfois se... Moi, je trouvais extraordinaire votre discours est riche de sens, parce qu'il y a beaucoup de bon sens aussi, ce que vous dites. Bah oui. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, si vous n'aviez pas eu cet éveil de conscience dans ce fameux jacuzzi, ce jour J, que seriez-vous devenu? J'ai ce sentiment qu'à un moment donné, il serait arrivé. Parce que même en étant dans ce travail, j'avais vécu des petites choses qui me disaient
j'avais dit, quand j'étais jeune, à ma mère, je lui avais dit, tu sais maman, un jour, je ne serai plus là à Paris. Je vivrai dans une île. Elle me disait, oui, oui, bon. Et en fait, j'avais dit ça, puis ça m'était sorti de la tête. Et je suis partie dans une île. Donc je pense qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui savait. Ouais, vous saviez déjà. Ouais, je pense que je savais qu'un jour, ce serait différent. Et est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus? Est-ce que vous avez fait de l'hypnose régressive justement pour essayer de savoir, de comprendre? J'ai été formée à l'hypnose spirituelle. Oui. Parce que j'ai essayé de comprendre un petit peu tout ça. J'ai fait une hypnose spirituelle absolument extraordinaire, incroyable, où j'avais donné une date où j'étais un bouddhiste qui courait, qui partait du temple bouddhiste et qui courait, et qui fuyait en fait. Et dans cette hypnose-là, j'avais compris que j'avais tué des enfants pour récupérer leur sang. Alors bon, moi je dis ce qu'on me demande de dire pendant cette hypnose, donc je dis ça. Et puis je cours me réfugier, donc j'enlève tous mes habits et je vais me réfugier chez des paysans. Et en fait, on était un groupe à ce moment-là, puisqu'on était en formation. Et puis il y a une fille qui était dans le groupe qui fait, bah dis donc, c'est la bonne date. Et les bouddhistes, à cette époque-là, ont été matraqués parce qu'ils utilisaient des enfants pour les tuer. Et sous forme de sacrifice humain? Sacrifice humain pour aider. Alors, ils prenaient des enfants, de ce que j'ai compris après, ils prenaient des enfants qui n'étaient pas des enfants de paysans, des enfants perdus, et puis en fait, ils faisaient des expériences pour une expérience transcendantale, en fait, et pour pouvoir aider à guérir aussi d'autres enfants avec le sang. Et alors moi, je me suis réveillée de ça, et je dis, mais c'est pas possible. Enfin, là c'est n'importe quoi. Et il y avait la date, je ne me rappelle plus de la date, mais il y avait la date et on a lu que ça a réellement existé. J'étais au Tibet. Ça a réellement existé. Et j'ai trouvé ça incroyable. Pour moi, ce n'était pas possible que les bouddhistes fassent quelque chose comme ça. C'est il y a très longtemps, bien sûr. Mais ben, ça a existé. Et qu'est-ce que vous faites de cette information? Alors cette information-là, elle a été très marquante. Parce que là, pour le coup, j'ai beau me dire, je ne m'intéressais pas du tout à la spiritualité avant, donc ni vraiment au bouddhisme, donc j'ai beau chercher, je me dis non, j'ai pas appris ça. Je ne le savais pas, quoi. Et pour avoir des dates précises, comment ma mémoire a pu chercher ça? Donc soit l'inconscient est très fort, il va chercher ça, mais c'était tellement réel ce que j'ai vécu que je me suis dit non, c'est pas possible. Donc cette information, vous savez, moi je fais très attention. Il me faut toujours des preuves. Donc cette information, je l'ai gardée comme une sorte de preuve de quelque chose de daté, quoi, et qui pour moi était inconnu. Ça, c'était vraiment impressionnant. Ouais, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans ce mode de réflexion qui consiste à dire, et moi je me le suis déjà posé, et si on se trompait? Mais complètement. Alors, moi je vais vous dire, la spiritualité pour moi, c'est, parce que c'est l'alliance de plein de choses, mais je me garde toujours de dire c'est comme ci, c'est comme ça. Mon père me demandait, voilà, la semaine dernière, il me dit, mais alors pour toi, l'âme, c'est comment ça se réincarne ça... Alors j'ai dit, écoute, moi j'ai pas de preuve que l'âme se réincarne. Moi je n'ai que ce que j'ai vécu. Donc ce que j'ai vécu même intérieurement ou spirituellement. Mais j'ai pas de preuve. Et donc je me garderais bien de dire que c'est comme ça. Et vous savez, il y a une chose dont je suis intimement convaincue. C'est que notre mental, il veut absolument penser certaines choses parce qu'il y a des logiques mentales. Mais que derrière la spiritualité, la pensée n'a rien à voir avec ça. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai fait une expérience de transe, en fait. Je me suis retrouvée au-dessus de la terre. Et j'étais là. Et je voyais la terre. Et en fait, j'étais ni bien, ni mal. J'avais besoin de rien, j'avais envie de rien. Tout était normal. Et donc, dans cette expérience-là, je ne pouvais pas dire qu'il y avait du bien, du mal, j'étais là, point. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mais ça se trouve, l'âme, c'est ça. C'est juste être là, et sans être mal, comme une particule qui est là, qui flotte, qui est juste en attente. Et donc je me suis dit, et d'où ce livre aussi, que finalement si l'âme c'est ça, eh bien ça veut dire que en étant dans cet état-là, on peut se dire, mais
quelle richesse d'expérience que de venir sur Terre. Quelle richesse d'expérience de ressentir le toucher, de sentir une odeur, bonne ou mauvaise, de ressentir une étreinte, de parler, de voir des couleurs. Quelle richesse! Et vous ne parlez que de cette richesse-là, vous ne parlez pas de souffrance. Mais la souffrance est une richesse aussi. Alors on peut le prendre différemment, mais c'est grâce quelque part à cette souffrance que l'on peut savoir ce qu'est le bon, le bien. Quand on ne souffre pas, quand tout va bien dans notre vie, quand tout est merveilleux, est-ce qu'on est heureux? Est-ce que vraiment on a besoin de quoi? Enfin, je veux dire, non. Si on touche cette part de nous qui peut être en souffrance émotionnellement ou psychiquement, après, quand on sort du cycle de la vie, puisque la vie c'est un cycle, quand on sort de ce cycle un peu négatif, on apprécie. On se dit, ah mais quelle chance j'ai d'être là, de voir ça. Ça me fait penser à... J'ai reçu un livre à la rédaction là, où le titre, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais on a reçu ce livre. Le titre c'est Mon cancer, quelle chance. Ouais. Parce que c'est dans cette souffrance qui nous permet de rentrer à l'intérieur de nous et de nous dire, bon, ça touche quelque chose de douloureux chez moi, mais alors qui je suis? Comment j'évolue avec ça? Et là, comme André Chénier, hein, c'est là où on entend cette petite voix. Je suis la vie. Je suis là. Viens, je t'emmène. Et après, aujourd'hui, on parle de synchronicité. Quand on est sur son chemin, les synchronicités, elles arrivent toutes seules. J'ai été interviewée il n'y a pas longtemps par une personne qui me disait « Incroyable, j'ai lu votre livre et j'ai eu plein de synchronicités. » J'ai dit ben, « C'est que la vie vous parle. La vie est en train de parler. » Alors on y croit pas, hein, mais moi je me suis amusée à le faire. En tout cas, vous n'essayez pas de convaincre. Non, je me suis amusée à suivre mes synchronicités. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ça merveilleux. C'est merveilleux. Méditation, hypnose, on devrait tous faire ce travail avant d'en arriver à des situations douloureuses, physiquement ou psychologiquement. Ouais. En amont, on devrait... pourtant, on n'en prend pas le chemin. Ce serait intéressant, mais en fait, il faut avoir une conscience. Il faut avoir conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut sortir, et c'est la première étape du travail d'Hercule, sortir de ses peurs et de ses masques. Oui. Et ça, si on n'a pas fait cette première étape, et si on n'en est pas là, ça ne marche pas. Donc cette prise de conscience de ces masques et de ces peurs, parce que les peurs, c'est l'ego. Je veux dire, quand on a peur, l'ego arrive en disant « Pou, t'inquiète pas, je vais régler le problème, on va mettre un masque là, et tout va bien se passer ». Donc tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on a des masques, qu'il y a des choses à travailler à l'intérieur de nous parce qu'on a peur, peur du manque, peur de ne pas être connu, peur de ne pas être aimé, peur de plein de choses. De l'abandon. De l'abandon, du rejet. Et ben, tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on ne peut pas avancer. Est-ce que vous avez pris conscience de vos peurs? Oui, j'en ai encore, hein, des fois. Et puis des fois, je sens aussi mon ego qui revient. Alors, des fois, je ne le vois pas tout de suite, mais je le vois arriver, parce qu'on a toujours de l'ego. Hein. Et en fait, je me dis, oula, toi, tu es là. Bon, alors, va falloir revenir à ta place, hein, parce que là, on va revenir un petit peu à l'intérieur de soi, et puis l'ego, on va le laisser un petit peu partir. Parce que des fois, dès qu'il y a une petite faille, là, l'ego, il revient en disant, eh oh, c'est bon, je suis là. Donc, sur la colère, ouais. Aussi, qui fait aussi partie de ces failles que l'on peut avoir. Ouais. Comment est-ce que vous canalisez cette colère? Comment est-ce que vous essayez de la maîtriser, en tout cas? Alors, c'est un peu difficile de répondre pour ça, parce que je n'ai pas vraiment de colère, en fait. Ouais, c'est pour ça que j'allais vous poser... Je sens que je vous pose la question, justement. Je n'ai pas de colère, non, je ne suis pas dans la colère, j'ai pas ça. Ce que je peux le plus canaliser, moi, personnellement, ça va être les émotions. Moi, il y a des choses qui me rendent triste dans le monde, donc il faut que je m'éloigne de ça. Donc je le fais très bien, parce que quand je suis en Martinique, je suis loin de tout ça, donc j'éteins la télévision, voilà, parce que ça me touche vraiment, mais ça peut me toucher à un point où je peux pleurer en fait, hein. Donc il faut que je ménage un petit peu ça. Donc là, pour ça, bah, c'est simple, hein. Je ne regarde pas la télé,
je sors, je me mets un peu dans une bulle, mais je suis quand même les actualités, via les réseaux, je regarde, je lis. Mais voilà, ça c'est plutôt des choses qui me touchent, la vie quotidienne me touche, mais la colère non, j'ai pas de colère. Non, j'ai pas de colère. De ces 12 travaux d'Héraclès, d'Hercule, Oui. quel est celui qui vous semble le plus, qui correspond le plus à votre sensibilité, et quel est celui pour lequel vous auriez le plus de difficultés à le surmonter? Alors, ils me touchent tous, hein. Il y a quelque chose que je trouve important, c'est les oiseaux de Stymphale, où en fait Hercule va apprendre à maîtriser le jugement des autres, le jugement de soi, et à choisir sa vibration. C'est-à-dire à être finalement éloigné des gens qui vont lui faire du mal, ou qui vont dire du mal, ou qui ne seront pas bons pour lui. Et donc à prendre conscience que des fois, il vaut mieux être dans sa propre vibration, et tant pis. Et le reste. Ça, c'est le plus facile ou le plus dur pour vous? Pour moi, c'est le plus facile. Plus facile. C'est le plus facile. Parce que par nature, puis je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc par nature, c'est plus facile. Après, le plus difficile, moi par exemple, ça pourrait être de l'impatience peut-être. Ça va être le plus difficile. Bien que ça m'arrive pas forcément tout le temps. Vous voyez, à la sortie d'un livre comme celui-là, j'ai envie que les gens sachent, parce que les clés sont tellement en eux que j'ai envie qu'ils sachent. Et du coup, je cherche, et puis je suis loin, et donc je cherche à faire en sorte que ce livre puisse arriver à certaines personnes pour qu'ils puissent comprendre à quel point finalement ils n'ont peut-être pas forcément besoin de plein d'autres choses, que tout est là à l'intérieur d'eux-mêmes. Et bien des fois, du coup, j'ai de l'impatience. Donc, il faut que je travaille le côté, le temps de l'âme, de la biche de Sérénie, qui est accepter le temps de l'âme et de faire confiance à la vie en disant, ça va venir. Alors, ça revient, je me dis, comme j'ai conscience de ça, je me dis, ok, Aurore, on se calme, tout viendra en son temps. Mais, des fois, ça peut être ça, parce que j'étais dans la performance quand même. Oui. Donc des fois, il y a des petites choses, des petites alarmes qui se remettent en route, et puis qui disent bon, allez hop, tu te dépêches, tu vas faire ça, puis il faut le faire bien. Et puis là, ouf, voilà. Mais on a tous ses défauts, ses qualités. Il faut juste se dire, je suis ça, je suis aussi ça. Et puis voilà. Est-ce que vous avez de la nostalgie? De tout ce que j'ai vécu? Non. De votre ancienne vie, si je puis dire? Non. Votre précédente vie? Non, j'accueille ce qui s'est passé parce que ça m'a été utile, même pour écrire, puisque je m'occupais de la communication sur la sûreté nucléaire, donc ça m'a été utile. Mais non, j'ai pas de nostalgie. Je prends tout ce que j'ai vécu comme quelque chose de merveilleux, même avant. Non, j'ai pas de nostalgie. Je suis très contente de tout ce que j'ai vécu. Tout a été riche d'expériences. Pourtant, j'ai vécu des choses très difficiles, mais c'est le cycle de la vie. Ce cycle, il est important à prendre en compte. On a le sentiment que vous vous laissez porter un peu. Ouais. Par la vie, par la situation. Voilà, vous accueillez. Si vous êtes face à une épreuve, vous essayez en tout cas de mettre en pratique ce que vous écrivez, ce que vous voulez inculquer aux gens. Oui, j'essaye parce que c'est important. On ne peut pas rejeter la vie, on ne peut pas rejeter ce que l'on est. C'est important d'accueillir ce qu'on est, d'accueillir la vie telle qu'elle est. Donc, j'accueille cette vie. Et puis des fois, j'accueille les moments douloureux, les moments difficiles, parce que c'est la vie. Et parce que, vous voyez, je parle de petites morts dans mon livre. Mais parce qu'en fait, toutes ces petites morts, elles nous permettent d'accepter la mort finale. Elles nous permettent de comprendre ce que c'est que d'arriver jusqu'à ce moment ultime où, pouf, tout revient à la terre pour renaître. Alors tout repart à la terre, mais va renaître. Et c'est comme ça que je vois les choses. Vous savez, c'est le cycle de la vie. Tout est comme ça. Une petite fleur, elle va grandir, pousser, s'épanouir, et puis après, elle va se rétracter. On va avoir des petites rides. Et puis, hop, on retourne à la terre et on va, je veux dire, dans ces particules-là, elle va permettre à la terre de s'enrichir pour refaire naître une fleur. C'est le cycle de la vie normal. Il faut juste l'accueillir. Les mauvaises langues diraient
Elle peut tenir ce discours parce que ses filles sont en bonne santé, qu'elle vit dans un endroit paradisiaque, qu'elle écrit des livres Ouais. et qu'elle est alignée avec non seulement ses valeurs, ce qu'elle aime et ce qu'elle a envie de transmettre. Autrement dit, parce que la vie est plus simple pour elle Et plus douce, c'est et ça. plus douce pour elle. Alors, oui et non. Vous savez, je pense à une de mes filles qui a eu des grosses difficultés et qu'il a fallu que j'accompagne énormément. Et ça a été très douloureux et difficile. Non, je vis comme tout le monde. Vraiment, je vis comme tout le monde. Sauf que vous accueillez effectivement les Sauf que choses peut-être différemment que tout le voilà, monde. voilà, mais je vis la même chose que tout le monde. J'ai aussi mes problèmes, mes lourdeurs. Vous savez, j'ai 4 enfants. Il y a, Que les filles? non, il y a un garçon. Ah. Il y a un garçon. Mais je vis aussi les inquiétudes quotidiennes des enfants, les peurs de laisser ses enfants sortir. Voilà, je vis tout ça. Alors, j'accueille. D'ailleurs, bon, c'est vrai que je fais confiance à la vie, mais je suis comme tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on vit loin qu'on ne vit pas une vie, on est des C'est pas nécessairement le fait de vivre loin, c'est le fait d'écrire ce genre d'ouvrage où on pourrait se dire qu'effectivement, parce que vous l'écrivez, ça résonne en vous. Si ça résonne en vous, c'est que ça vous aide. Si ça vous aide, c'est que vous avez atteint une sorte de légitimité, de plénitude, de zénitude. Je ne sais pas si les mots existent, mais vous voyez ce que je veux dire. Je crois que la vie m'a appris, la vie m'a enseigné. Ça ne m'empêchera pas d'avoir des douleurs, des problèmes, des difficultés comme tout le monde, parce que c'est le cycle. Mais je vais effectivement les prendre différemment. Ça, c'est sûr, je vais le prendre différemment. Et ça ne m'empêchera pas d'avoir ces douleurs, des douleurs de la vie, les douleurs du corps, etc. Mais je vais le prendre différemment. Vous savez, ma hanche, elle est toujours douloureuse. Et il y a des fois, il y a une peur qui arrive en disant oh, « et si ça revenait ? Et si je devais reprendre mes béquilles et ne plus marcher ?» Alors qu'est-ce que vous faites à cet instant-là où vous vous posez cette question-là? Eh ben, j'ai peur à ce moment-là. Et vous accueillez cette peur? Et je me dis, bon, bah, si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis après, j'essaie toujours d'être dans ces pensées positives. Mais je crois que ça m'a toujours... ça a toujours été moi, en fait. Donc j'essaie toujours d'être dans ces pensées en me disant, bon, ça va aller. Ça va aller. Et puis je me mets en état d'auto-hypnose. Et puis je dis, bon... Je m'imagine mes particules à l'intérieur de mon corps guérir cette blessure, cette douleur. Ben, j'avoue que ça marche. Je prends soin de mon corps. J'en prends soin. Je me laisse vivre. Mais je prends soin de faire attention à tout ce qu'il me dit. Et d'écouter votre âme. Et d'écouter mon âme. C'est vraiment très intéressant, passionnant, instructif. Et vous avez un timbre de voix aussi qui permet l'hypnose. Hypnotique, on me l'a toujours dit, oui. Vous avez ce timbre de voix qui est très linéaire, ouais. Voilà, et qui n'oscille pas. Oui, une voix... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, l'accompagnement hypnotique que vous pouvez prodiguer, c'est une vraie valeur ajoutée que vous devez avoir. En tout cas, on me le dit très souvent, mais... il y a des gens même qui viennent me voir et me disent mais non, j'ai rien à soigner, mais je veux refaire une hypnose. Donc voilà, ben oui, donc je devais peut-être faire ça. Hein. Est-ce que d'ailleurs, tiens justement pour terminer là-dessus, mais est-ce que c'est bien d'aller fouiller même si on n'a rien à aller chercher? Des fois on pense qu'on n'a rien à aller chercher. Oui, c'est vrai. Mais au final... des fois, on trouve toujours un truc. On trouve toujours des petites choses, donc des fois ça peut être bien de s'entretenir comme ça en fait. Comment va la hanche? Bah là ça commence à être un petit peu douloureux parce que j'arrête pas de marcher dans Paris. Parce que finalement, dans Paris, on marche beaucoup. Ouais. Donc voilà, mais bon, je sais quand il faut que je m'arrête. Et dans ce cas-là, je m'arrête. Parce que vous vous écoutez. Voilà, exactement. Et le corps, et l'esprit, et l'âme. Voilà. J'essaye. Juste pour terminer, Aurore, vous avez mis ce petit châle blanc. Il a une signification particulière ou pas? Non, j'aime bien. Alors, en fait, ça, c'est en Martinique. Quand il fait un peu frais, je mets souvent un châle. Ok. C'est pour ça. Donc, je pensais que, non, mais comme vous ne l'aviez pas en rentrant dans le studio, je me suis dit, elle le met parce qu'il y a peut-être une signification particulière. Alors, parce qu'en fait, je suis à l'aise et libre de mes mouvements. D'accord. Et non, c'est juste parce qu'en Martinique, ben voilà, on met ça quand on est un peu... quand il fait un petit peu frais, ce qui arrive pas souvent. Quel temps il fait en ce moment, Martine? Il doit faire 28 degrés et puis un peu du soleil. C'est la bonne période là pour y aller? Ça commence à être une période un petit peu plus compliquée. Il faut y aller entre décembre et avril. Là, un 31 Martinique, ça doit être sympa. C'est quand même sympa.
c'est vrai. Mais il ne faut pas croire, en Martinique, il y a aussi des gens qui ont des grosses difficultés. Bien sûr. Il y a aussi vous savez, quand tu arrives en Martinique, il y a une rigueur du travail, on ne peut pas l'imaginer. Et il y a des choses, des gens qui travaillent de manière très très difficile, avec une connaissance incroyable, et ils sont très rigoureux pour essayer d'être à l'exemple de Paris, qui des fois à Paris finalement c'est beaucoup plus tranquille. Donc ils se mettent... Une pression supplémentaire. Ouais, mais moi j'aime beaucoup les gens là-bas. Ils sont très humains, très... Vous l'avez trouvé, votre petit coin de paradis? Oui, oui, je l'ai trouvé. Et ça me fait plaisir du coup de revenir ici. Oui, de temps en temps. Ouais. Un petit peu de promo, revoir Voilà. quelques personnes. Quelques personnes, oui, ça fait plaisir. Devenir soi grâce au pouvoir transmetteur des mythes et des symboles. On a passé 57 minutes ensemble. C'était un plaisir. Aurore, c'était un vrai plaisir partagé. Je suis très très content. On a échangé souvent Oui. sur les réseaux. On a mis souvent du temps à vous répondre. Oui, Pardon, c'est pas grave, mais aussi. je comprends. Mais on se devait évidemment de vous recevoir. C'est aux éditions Guy Trait-Daniel. C'est un très très bel ouvrage justement qu'il faut lire, relire et peut-être mettre en application. Ouais. Hein, ça serait bien. Eh oui. Pour apaiser un petit peu tout ça dans ce monde si incertain, comme dit mon ami Thierry Janssen. Ouais. Merci beaucoup, Aurore. Eh bien, avec plaisir. Vous repartez quand? Eh bien, je repars jeudi. Jeudi, très bien. Profitez des quelques jours qui vous restent ici à Paris. Hein, et puis évidemment, la prochaine fois que vous revenez, avec un autre ouvrage? Ah ben oui, je pense qu'il est déjà là. C'est vrai? Oui, en général, ils arrivent là, mais après, je ne sais pas de quoi je vais parler, mais un jour, ça va sortir. Il y a plein de gens, vous savez, il y a plein d'auteurs qui, quand je leur demande, vous allez écrire sur autre chose? Oui, mais je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je vais me laisser complètement guider, porter, puis on verra bien. Exactement. Et puis la page blanche est là et pouf, d'un seul coup, ça arrive comme ça. C'est comme une naissance qui... Voilà, ça part tout seul et c'est logique et les liens se font et hop, on y va. Et voilà. Je vous le souhaite en tout cas. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Vous commentez, vous partagez, vous connaissez le principe et on vous dit à très bientôt pour une prochaine rencontre. Au revoir.